Bonjour et bienvenue dans Bulle de rêve, Marie-Pauline Mollaret au micro. Je suis en compagnie de Nicolas Thys. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et de Pascal Leduf. Bonjour Pascal. Bonjour Marie-Pauline. Également en studio avec nous, notre invité Sébastien Roffa. Bonjour Sébastien et merci d'être là. Bonjour et merci de votre invitation à tous les trois. Alors Sébastien, tu es historien, spécialiste de cinéma d'animation et nous allons parler dans un instant de la raison de ta venue. Nos auditeurs l'ont peut-être deviné en entendant notre générique de début d'émission qui est donc tiré du film La Bergère et le Ramoneur. Nous allons évoquer aujourd'hui ce long métrage de Paul Grimaud et Jacques Prévert, auquel tu consacres un ouvrage passionnant et ultra documenté qui revient sur la genèse et l'histoire pour le moins mouvementée de ce qui fut le premier long métrage d'animation français. La production du film, entre 1946 et 1952, s'est en effet avérée une succession de déconvenues pour son producteur André Sarru comme pour ses auteurs Paul Grimaud et Jacques Prévert. Déconvenues qui se sont soldées par une série de procès opposant les deux créateurs à leurs producteurs. Grimaud et Prévert accusent Sarru d'avoir achevé et même remanié le film sans leur accord, après les avoir purement et simplement évincés du projet. Il renie donc La Bergère et le Ramoneur, et Paul Grimaud ira jusqu'à réaliser une nouvelle version qu'il estime être la bonne. Il s'agit du film Le Roi et l'Oiseau, sorti en 1980, et qui est venu depuis totalement occulter La Bergère. Aujourd'hui, les deux se confondent dans les esprits. D'ailleurs, si vous faites le test, en cherchant dans Wikipédia, la page de La Bergère est purement et simplement redirigée vers celle du Roi et l'Oiseau. Alors, à l'époque de l'affaire, et depuis, on va dire, l'opinion publique a pris massivement fait et cause pour les deux artistes contre le producteur. Le livre donne à voir le contre-champ de cette controverse en décortiquant très précisément une histoire complexe qui, jusque-là, tenait un peu de la légende maintes fois répétée, mais jamais questionnée. Le sous-titre de l'ouvrage, Chronique d'un désastre annoncé, rappelle notamment que ce naufrage n'est pas le fait du hasard ou d'un manque de chance, mais de faits précis, chiffrés, qui sont documentés dans l'ouvrage. Or, pour comprendre en quoi La Bergère et le Ramoneur a une importance majeure dans l'histoire du cinéma, il faut rappeler que Miyazaki et Takahata eux-mêmes avaient été inspirés par le film, qui constitue une influence directe pour leur travail. Mais est-ce qu'ils avaient seulement vu Le Roi et l'Oiseau ? Ils ont vu surtout La Bergère et le Ramoneur. Et c'est vrai que quand on a voulu un peu récupérer la phrase qu'ils ont prononcée, on avait un peu tendance à traduire par Le Roi et l'Oiseau. Or, ils n'ont pas vu Le Roi et l'Oiseau quand ils étaient étudiants, puisque de toute façon, le film n'était tout simplement pas sorti. La version qu'ils ont vue en 1955, c'est bien La Bergère et le Ramoneur, qui est sorti au cinéma au Japon en 1955. Et c'est bien ce film-là qui les a inspirés et qu'ils ont trouvé absolument exceptionnel. D'ailleurs, ils auraient trouvé assez décevante la version du Roi et l'Oiseau. Donc ça, on n'a pas trop tendance à le dire. Alors que c'est évidemment La Bergère et le Ramoneur qui est pour eux essentiel, tout comme Osamu Tezuka a lui aussi décortiqué image par image La Bergère et le Ramoneur. C'est vraiment un film séminal au Japon et à sa sortie en 1955. D'accord, alors on va revenir bien sûr sur l'importance du film et sur le film lui-même, mais avant, j'avais envie de commencer par la question la plus évidente, c'est mais d'où vient cet ouvrage qui est quand même une somme colossale d'informations et qui a pris une petite vingtaine d'années à réaliser. Ah ouais, j'ai du mal à le croire moi-même. Et c'est une histoire qui commence en jeune étudiant de maîtrise d'histoire, non, de licence d'histoire, où je cherche mon sujet de maîtrise d'histoire. Et j'ai l'idée d'associer mes deux passions qui sont le cinéma d'animation et l'histoire, et donc de m'intéresser aux dessins animés de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ça le point de départ, et en fait, en m'intéressant à ce sujet-là, je me rends compte qu'en France, il n'y a absolument rien sur le dessin animé français sous l'occupation. Et c'est là où je commence à chercher des informations aux archives nationales, et on m'oriente vers aussi les archives du Crédit National, qui ont financé des dessins animés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, j'ai pas le temps, pendant vraiment ma maîtrise, d'aller en profondeur dans tout ça, mais je commence à avoir des pistes. Et je décide ensuite de consacrer vraiment ma thèse de doctorat aux dessins animés français sous l'occupation. Et là, j'ai passé 7 ans aux archives nationales à éplucher toute la correspondance du ministère de l'Information pour essayer de la moindre information sur le dessin animé. Donc c'est extrêmement fastidieux parce qu'évidemment c'est pas référencé, donc il faut regarder toute la correspondance. Donc ça fait plusieurs centimètres d'épaisseur, c'est plusieurs milliers de pages de correspondance du ministère qui écrit à plein de sociétés, voilà. Et
une fois, de temps en temps, on parle d'un dessin animé. Donc voilà, à chaque fois que j'avais une occurrence sur le dessin animé, je rentrais ça dans mon ordinateur et je me suis fait une énorme base de données. Et donc ça, c'était aux Archives nationales, où ils avaient conservé les archives de la Direction générale de la cinématographie nationale. Et je suis allé ensuite à la BIFI, qui est devenue la Cinémathèque française, où là, j'ai épluché les archives du Crédit national, puisque les Gémeaux avaient fait des demandes de crédit pour le financement de leurs dessins animés. Et puis après, j'ai pu interroger aussi des artistes. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi ne pas interroger aussi la famille Sarru, peut-être qu'ils ont des choses à dire. Et j'ai cherché sur l'annuaire André Sarru, et je suis tombé sur le téléphone d'André Sarru, et donc j'ai passé un coup de téléphone à André Sarru. Bon, il était décédé, mais je suis tombé sur sa veuve, qui avait pas loin d'une centaine d'années, et que j'ai pu rencontrer. Et ça a été le point de départ aussi d'un tout nouveau éclairage sur l'affaire, où depuis déjà quelques mois, tout ce que je trouvais pas forcément contredisait ce que Grimaud disait dans les livres, mais en tout cas ne corroborait pas, ou alors les dates, les chiffres ne corroboraient pas, enfin entre ses souvenirs qu'il avait, et puis j'ai ensuite épluché les archives judiciaires. Ça a été extrêmement long et fastidieux aussi. Et alors là, c'était carrément pas du tout ce que Grimaud et Prévert racontaient dans la presse aussi. Donc j'avais d'un côté un amas d'articles de presse, j'avais des archives judiciaires, des archives économiques, et voilà, il m'a fallu et une quarantaine d'entretiens aussi. Donc voilà, j'ai eu une masse d'informations colossales, et puis il m'a fallu malheureusement bien trop longtemps pour finir, parce que j'aurais vraiment voulu que tous ceux qui m'ont apporté des informations, tous les animateurs qui se trouvaient injustement oubliés aussi, c'était en quelque sorte un hommage que j'aurais voulu leur rendre. Malheureusement, ils sont tous décédés. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une grande peine, parce que j'aurais voulu rétablir, voilà, la vérité, c'est pas un bien grand mot, mais peut-être plus de justice dans les écrits qu'il y avait jusqu'à maintenant. Voilà, donc je suis un peu déçu de ne pas avoir pu avancer plus tôt. Mais entre-temps, j'ai fait ma thèse, je suis devenu professeur, j'ai écrit d'autres livres, et le temps a passé. Le film se termine comme ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, on a l'impression que c'est même pas encore complètement terminé, puisqu'il y a des entretiens qui datent de, si je me trompe pas, presque après la soutenance de ta thèse. Donc c'est encore un travail en cours d'une certaine façon. Est-ce que, justement, quels sont les obstacles aussi que tu as rencontrés pendant l'écriture du livre, et est-ce que tu penses pouvoir encore découvrir autre chose, pouvoir l'approfondir, compléter ? Ce qui manque vraiment, c'est les archives des Gémeaux en elles-mêmes. Et parce que moi, en fait, j'ai travaillé en négatif en quelque sorte. C'est-à-dire que par les archives du Crédit national, par les archives du ministère de l'Information, j'ai les courriers de la société, mais j'ai pas ces réponses. En fait, j'ai qu'un bout du dossier à chaque fois. Alors, André Sarru dit qu'il les a mis quelque part, ces archives. On raconte dans la famille qu'Orson Welles aurait voulu réaliser un documentaire sur les Gémeaux. Donc ça aussi, j'aimerais bien approfondir cette histoire-là assez étonnante. À un moment, on a dit aussi que les archives de la Comète avaient été données à TF1, et parce que TF1 aurait tout jeté à la poubelle il n'y a pas très longtemps. C'est des choses qu'on me raconte, et j'arrive jamais à trouver la bonne personne. J'ai l'impression d'être arrivé à chaque fois trop tard. Par exemple, j'ai été voir le directeur technique de la Bergère Ramoneur, que j'interviewe en 2015 justement. Et là, il me montre un document exceptionnel, le cahier couleur de la Bergère Ramoneur, avec tous les cellulos à l'intérieur et tous les numéros de couleur. Un truc énorme. Et Grimaud avait dit qu'il avait perdu ce cahier couleur. Et ce cahier couleur, il existe toujours. Il est merveilleux. On a tous les cellulos avec toutes les indications, tous les codes et tout ça. C'était un truc exceptionnel. Et il a des cellulos, il a des dessins d'animation, etc. Et un autre animateur qui s'appelle Gilbert Dubrézé, qui était plus dans les archives, qui était l'assistant de Gabriel Aligné, plus dans les effets spéciaux. Lui m'a dit, c'est dommage que tu viennes que maintenant, parce qu'il y a 2 ans, j'ai tout jeté à la poubelle, tout ce que j'avais dans mon grenier. Mais tu te rends compte, ça fait 60 ans que c'est dans mon grenier, et je savais pas trop quoi en faire. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup d'archives ont été jetées aussi. Il y a des animateurs qui m'ont montré des dessins d'animation, et derrière, il y avait des coloriages de leurs petits-enfants, parce que pour eux, ils s'en étaient servis comme papier de brouillon, et ils avaient donné ça à leurs petits-enfants, et donc il y avait du gros feutre avec un soleil dessus.
Et vous aviez derrière la bergère, le ramoneur et la finesse du trait. Donc, à chaque fois que j'ai pu, j'ai acheté aux ventes aux enchères aussi des dessins d'animation que j'ai pu. Je suis passé à côté de certaines, mais voilà, aussi, ça me... Voilà. Donc, je pense qu'il y a encore des choses qu'on peut dire si on retrouvait ces archives-là, des archives de la société, si tant est qu'elles existent. Et est-ce que tu penses que ça pourrait encore changer des choses par rapport à ce que tu as écrit, ou est-ce que ça modifierait encore certains points de vue, ou est-ce que ça viendrait juste compléter quelques petits... J'espère que ça viendrait juste compléter les choses. Je ne crois pas que ça vient, en tout cas, changer fondamentalement... en fait, dans la conclusion de mon livre, je me pose toujours cette question-là, du pourquoi. Il y a un des avocats qui lors du procès, dit qu'après le refus de paternité, ils sont pour l'infanticide, en parlant de Grimaud et Prévert. Et c'est vrai que c'est cette question-là, je n'arrive toujours pas à comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont, à ce point-là, sacrifié leur film et le travail de toute une équipe parce qu'il y a des conflits entre producteurs et réalisateurs, il y en a eu, il y en aura toujours. Mais à ce point-là, c'est quelque chose que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Pour moi, ça reste le mystère de ce film-là, le pourquoi. Et alors, simplement, aussi, on sent un peu dans ton ouvrage, et pas mal au début aussi, que on sent les traces d'une espèce de prise de position, véritablement. C'est-à-dire que tu es quand même un peu plus, peut-être, pro-Sarru. Comment est-ce que, justement, tu te positionnes par rapport à ça, et comment est-ce qu'un historien, justement, peut se positionner? Quel est le travail de l'historien par rapport à ça? Quand j'ai commencé mes recherches en master, c'était en maîtrise d'histoire à l'époque, j'avais vraiment aucun préconçu, parce que je ne connaissais pas du tout l'histoire. Et pour moi, il n'y avait que Paul Grimaud, parce que les livres de Pagliano étaient sur Paul Grimaud, on parlait que de Paul Grimaud. Sauf que moi, toutes les archives que je trouvais, c'était André Sarru. Donc, au départ, je ne comprenais pas du tout je sais, mais c'est qui ce Sarru? Parce que il est dans aucun livre de cinéma, il est à part dans quelques livres dans Marie-Thérèse Poncet, histoire du dessin animé mondial, je crois, quelque chose comme ça. Qui est une thèse, si je ne me trompe pas, soutenue dans les années 50, d'ailleurs. Ouais, alors, sa thèse, c'était sur les dessins animés et les dessins du Moyen-Âge, une étude comparative. Et puis, après, elle avait travaillé sur le dessin animé. Et en fait, voilà, l'idée de départ, c'était une interrogation. C'était qui est cet André Sarru et pourquoi est-ce qu'on l'occulte à ce point-là? C'est ça qui m'interpellait. Pourquoi dans les bouquins de Pagliano, on dit le producteur, et je crois que j'avais compté peut-être 4 fois ou 5 fois ce mot Sarru, ou le producteur. Et sur le coup, j'avais pas très bien compris. Enfin, je voyais que c'était un méchant personnage, un voyou. Enfin, vraiment, comme il était décrit, je me disais, quelle ordure, ce personnage. En plus, comme il ne défend pas, c'est forcément qu'il a des choses à se reprocher. Enfin, je m'étais fait une idée, comme tout le monde, finalement, en disant, c'est vraiment le méchant producteur. Et il a été... Paul Grimaud, vraiment le pauvre. Et en fait, plus j'ai cherché, plus j'ai interviewé des gens, et c'est ça aussi qui m'a... Pas seulement la veuve de Sarru, qui n'aime pas Grimaud, ça c'était clair. Mais d'autres animateurs, où moi je croyais que tous les animateurs avaient suivi Grimaud, parce que sincèrement, quand on ne connaît pas l'histoire, on a l'impression que Grimaud est viré, que toute l'équipe soutient Grimaud et que le film est envoyé en Angleterre, finit par des tâcherons en Angleterre. Et puis voilà, mais c'est pas du tout l'histoire, c'est absolument faux. Et j'ai découvert des gens qui m'ont dit Grimaud, il était pas sympa. Grimaud, c'était le faux gentil. Grimaud, il avait une cour autour de lui, de courtisans, mais aussi il y a plein de gens qui ne l'aimaient pas. Il tutoyait tout le monde, mais en fait, il n'était pas sympa. Il venait de temps en temps sur le tournage, mais en fait, il ne suivait pas du tout. Rien n'allait. Il venait pas pendant des semaines, il disait après qu'il fallait tout jeter. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est pas l'image que moi j'avais de Grimaud. Je croyais qu'il venait tous les jours et qu'on l'avait vraiment spolié son travail. Pareil, Prévert qui pas très... voilà, il fait plein de choses, et puis il n'est pas hyper motivé pour écrire le scénario. Pas très sobre non plus. Bref, il y a plein de choses que j'ai découvertes et qui m'ont fait dire qu'on avait fait jouer le mauvais rôle au producteur. Et
sincèrement, je ne le connais pas, je ne connais pas sa famille plus que ça, mais l'idée du livre, c'était en quelque sorte de rééquilibrer et de donner la parole à ceux à qui on n'avait pas donné la parole jusqu'à maintenant. Oui, d'autant qu'il n'a pas forcément trouvé beaucoup de contre-exemples de personnes qui défendaient ce point de vue que tu défends dans le livre, en gros. Bah non. Non. Puis en fait, quand j'étais étudiant, on m'avait dit tu peux pas écrire un livre là-dessus, t'as pas le droit. En gros, tu vas salir la mémoire de Grimaud. Alors que sincèrement, j'étais pas du tout. Qu'est-ce qui disait ça? Je me souviens très bien qui me l'a dit. Et je me suis dit, mais j'ai aucune envie de salir. En plus, j'aime beaucoup le travail de Grimaud. Je trouve que c'est un très grand artiste. Et dans mon livre, je cherche pas du tout à dire que c'est un mauvais artiste ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est un... D'ailleurs, Sarru est peut-être aussi mauvais gestionnaire, mais qu'il ne l'est pas fait pour ça non plus. Et que Grimaud était quelqu'un d'équipe, mais pas d'entreprise. Et a été lui-même perdu là-dedans. Et c'est pas une honte de le dire. Et c'est ça qui est étrange, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, on ne peut pas essayer non plus d'expliquer ça, à part dire que c'est la faute du producteur. Et on n'a pas le droit de chercher une explication aussi chez Prévert et chez Grimaud. Et chez d'autres, parce que il y a aussi le ministère de l'Information qui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui a poussé à la production de ce film. Et dans un courrier très tôt, c'est pour ça que je parle de chronique d'un désastre annoncé, Sarru sonne la sonnette d'alarme avant même la production du film, en disant que la société n'a pas les moyens de produire un long métrage. Et on lui fait dire, c'est pas grave, on vous financera quand même, ne vous inquiétez pas. Donc dès le départ, de toute façon, cette histoire est mal partie. Et ce qui est assez impressionnant quand on entend comme ça, c'est qu'on a vraiment l'impression d'une affaire policière. Il y a un côté vraiment, il y a des camps, il y a des intrigues, voilà. Et même le travail dont tu parlais tout au début, c'est pareil, ça a été une enquête. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Et du coup, est-ce que comme dans toute bonne enquête, il y a eu des obstacles, des méchants, enfin voilà, des forces antagonistes pour dire. Bah, clairement, ce que je regrette beaucoup, c'est que dans toute ma naïveté de départ, c'est que j'ai rencontré la veuve d'André Sarru, avec qui j'ai beaucoup discuté. Et alors, c'est toujours impressionnant parce qu'elle avait pas loin de 100 ans à l'époque et elle raconte des trucs d'il y a 60 ans comme si c'était hier. C'est toujours impressionnant. J'ai pu parler avec les filles d'André Sarru, mais qui ne sont pas du tout des fans de son travail. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné. C'est-à-dire que chez André Sarru, il n'y a rien. Il n'y a aucun document. Rien. Il y a quelques photos de famille, mais il n'y a pas un document de travail. Et André Sarru faisait la séparation totale entre les deux. Donc même sa famille ne sait pas très bien d'un niveau de travail ce qu'il a fait. Il faisait une séparation totale. Donc moi, quand je les interrogeais, c'était plus sur le personnage en lui-même. Et je les ai rencontrés. Ensuite, j'ai rencontré Philippe Landreau, j'ai rencontré Gilbert Dubrisé, Jacques Capour. Bref, des gens à qui on n'avait pas vraiment interrogé. Et après, je me suis dit, maintenant, il faut quand même que j'interroge Paulette Grimaud. Et voilà, maintenant que j'ai un peu défriché Et là... j'ai compris que comme j'avais interrogé la famille d'André Sarru, j'étais persona non grata, je n'avais pas le droit de poser des questions. J'étais grillé. Voilà, donc on m'a interdit de pouvoir poser des questions du côté Grimaud et on m'a mis des obstacles à chaque fois que je voulais avoir des infos de ce côté-là et des auteurs qui avaient déjà écrit, parce que je savais qu'il avait aussi des notes qu'il avait écrites et qui ne sont pas été publiées. Ça aurait pu être intéressant, je ne les ai pas vus. Mais du coup, je me suis dit, on me ferme la porte, je passe par la fenêtre, c'est pas grave. Donc ça m'a motivé aussi à aller aux archives et puis à continuer à interroger. Je me suis dit, finalement, ça a été un bien, un point mal, parce que je me serais peut-être arrêté là où tous les gens se sont arrêtés avant, c'est-à-dire qu'on leur avait servi tout cuit ce qu'il fallait croire ou penser. Et comme je suis un peu têtu, en fait, ça m'a motivé qu'on me claque la porte au nez et d'aller chercher ailleurs des infos. Ça a été très très long, très fastidieux, mais effectivement, tu le dis, pour moi c'était comme une enquête policière, donc d'aller à des centres d'archives, de trouver sur un document où on a clairement quelqu'un qui dit il faut balancer cette affaire, cette histoire pendant le festival de Venise, ça va déstabiliser sa rue, etc. Enfin, c'est marrant de tomber sur des documents comme ça dans les archives, alors qu'on pourrait penser que c'est fait par téléphone et qu'on laisse pas de traces. Si sur un brouillon, quelque chose s'écrit ça, ou alors aux Archives nationales, il y a un grand trait, c'est marqué « Ne surtout pas écrire ça », ne pas leur envoyer. En fait, on se rend compte que parfois, on en sait plus
que les protagonistes eux-mêmes. C'est ça qui est assez grisant, c'est qu'on a des papiers qu'ils n'ont jamais reçus, des réponses qu'ils n'ont jamais reçues. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. C'est quelque chose que je pense que je ne pourrais jamais refaire parce que ça m'a pris 20 ans pour le faire. Mais voilà, enfin, j'ai adoré ce processus de travail qui a été passionnant. Bon, alors on va enchaîner ensuite pour retracer toute l'histoire, mais je vous propose de marquer une première pause musicale. J'en profite pour remercier Ariel qui est aux manettes. Nous allons écouter le titre numéro 2. Alors comme vous le savez, Bulle de Rêve, c'est une équipe. Nous sommes 3 aujourd'hui de l'équipe à être là, mais nous avons 2 grands absents qui sont Antoine Biber et Alexis Huneau. Et je vais vous passer, le premier morceau a été choisi par Antoine. Je me fais sa porte-parole pour vous expliquer un petit peu ce que nous allons écouter. Donc je vous lis le texte d'Antoine. 5 ans après Magma, Gojira revient avec Fortitude, un 7e album toujours aussi surprenant que les précédents. En effet, le groupe est de retour avec ce qu'il faut de guitare lourde et de double pédale pour ravir le novice en métal que je suis et qui a découvert le genre en grande partie grâce à eux. Ils ne dérogent pas non plus à leurs engagements qu'ils mettent au cœur de leurs textes, notamment avec le morceau Amazonia, écrit en réaction aux incendies causés ces dernières années par la déforestation. Mais alors, quoi de surprenant me direz-vous ? Eh bien, que Gojira explore toujours d'autres sonorités, naviguant entre morceaux énergiques et pauses plus douces, construisant un album pensé comme un tout, nous laissant respirer après les premiers titres très énervés, avant de reprendre pour finir en beauté. En témoignent les 2 titres du milieu de l'album, Fortitude et The Chant, qui offrent d'abord des chœurs sur une instru dépouillée, repris dans le 2e titre où les guitares se lèvent et leur insufflent un nouveau souffle puissant qui fait partir la 2e moitié de l'album, qui se conclut entre autres avec cette avant-dernière piste, The Trails, qu'on écoute tout de suite. Alors, on est de retour dans Bulle de Rêve et on va maintenant un peu parler, on va dire, de la pré-production du film La Bergère et le Ramoneur. Et donc, première question, dans quel contexte naît le projet de La Bergère et le Ramoneur ? Le studio des Gémeaux date de 1936. La Bergère et le Ramoneur, tu l'expliques, est lancé au tout début des années 40, c'est-à-dire en plein pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce qu'on peut décider de lancer un film comme La Bergère et le Ramoneur pendant la Seconde Guerre mondiale ? Eh bien, c'est tout le sujet de ma thèse, et de 1300 pages. En fait, je pensais partir... Il n'y a rien sur le dessin animé français sous l'occupation. Et donc, quand je me lance dans le sujet, il n'y a rien. Donc, je me suis dit, s'il n'y a rien, c'est intéressant. Et en fait, c'est l'histoire d'un échec. En fait, le gouvernement français a voulu mettre sur pied une industrie française du dessin animé en se disant il n'y a pas plus de concurrence américaine. Mais ce qui va intéresser et ce qui va pousser les Français à s'intéresser aux dessins animés français, c'est pas les Français, ce sont les Allemands. C'est un peu compliqué à résumer comme ça, mais en fait, les Allemands sont très intéressés par le dessin animé. Ils ont créé une société allemande qui s'appelle la Deutsche Zeichenfilm, qui est spécialisée dans la production de dessins animés qui doivent être des copies de Disney pour montrer que les nazis savent faire aussi bien que Disney. Goebbels est un grand fan de Disney, et Hitler aussi est un grand fan de Disney. Et donc, il y a une société nationale de dessin animé allemande qui se monte. Et le ministère de l'Information et de la propagande allemande passe par la Continental Film d'Alfred Greven pour passer commande auprès de Grimaud d'un dessin animé qui s'appelle Le Marchand de Notes. Et ça va relancer la société qui était en arrêt depuis le début des hostilités. Et là, en haut lieu, on s'inquiète subitement en France. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Les Allemands passent commande d'un dessin animé en France. Et là, dans les courriers que j'ai retrouvés, il est dit, clairement, il est hors de question de laisser les Allemands financer un dessin animé français et peut-être de prendre le contrôle d'une nouvelle industrie française. Et donc, les Français se décident subitement à s'intéresser à un sujet qui ne s'intéressait absolument pas avant, c'est-à-dire le dessin animé. Et donc, il est dit clairement que dorénavant, ils vont tout faire pour empêcher les Allemands de financer des dessins animés en France. Et donc, ils cherchent une solution et ils passent par le Crédit National pour faire des prêts à 5% pour financer les dessins animés. Et le ministère de l'Information se propose aussi de donner des subventions qui sont censées être remboursables, mais en fait, personne n'arrivera à rembourser pour faire des courts-métrages. Et donc, en fait, il y a une
une 60aine de films qui vont être lancés sous l'occupation. On n'a jamais vu ça auparavant. Et on leur propose aussi enfin un créneau, c'est-à-dire qu'ils auront le droit d'être passés en avant-programme de tous les longs métrages. Et en plus, ils toucheront 3% de la recette. Donc tout ça est inventé sous l'occupation, où on offre pour la première fois aux dessins animés tout un cadre juridique. On sécurise les producteurs, on sécurise l'exploitation des dessins animés. On offre quelque chose qu'on n'avait jamais offert auparavant. Et le COIC, qui est le comité d'organisation de l'industrie cinématographique, qui fusionnera ensuite avec la Direction générale de la cinématographie nationale pour donner le CNC, tout ça a été inventé sous l'occupation pour faire des dessins animés. Et très vite vient dans les discussions l'idée de se dire Blanche-Neige est sortie en 1938, ça a été le plus grand succès en France, c'était la première fois qu'un film américain est numéro 1 au box-office français. Et on se dit pourquoi ne pas faire un dessin animé français pour promouvoir l'art français dans le dessin animé. C'est toujours cette idée-là qu'il ne faut pas faire du cartoon, c'est pas bien, mais qu'il faut faire de l'art français dans le dessin animé. Donc ça part comme ça, et les discussions sont très très rapides, puisque dès 1942, on commence déjà à parler de faire un dessin animé. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on se dit, et qu'on se projette dans l'après-guerre. Et dans beaucoup de courriers, on parle de l'après-guerre. Et qu'il faudra, à l'après-guerre, être positionné quand la concurrence américaine reviendra, etc. etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'école d'animation, on n'a pas d'animateur, on ne sait pas comment faire un dessin animé. Et c'est ça qui est assez fou, c'est-à-dire qu'on va se lancer dans une production où on n'a rien. C'est-à-dire on n'a aucune expérience, à part quelques petits dessins animés que les Gémeaux ont fait. Et encore, ils n'en ont pas beaucoup en 1942. Ils ont commencé Les Passagers de la Grande Ourse, mais qui n'est pas fini. Ils viennent de faire Le Marchand de Notes, et c'est tout. En 1942, il n'y a rien d'autre, plus les dessins animés publicitaires. Et on va donner à cette société-là le rôle de faire un long métrage d'animation. C'est assez étonnant. Oui, ce qui fait que l'idée ne vient même pas d'une certaine façon des Gémeaux et de Grimaud-Sarru, mais vient vraiment du gouvernement. C'est ça qui est encore le plus étonnant. Et pourquoi finalement, eux, acceptent directement de se lancer dans un long métrage ? Là, on sent qu'ils sont flattés qu'enfin, en 1942, on fasse appel à eux, parce ce qu'il faut savoir, c'est que de 1939 à 1942, le ministère de l'Information avait essayé de solliciter quelques sociétés, quelques illustrateurs, pour faire des dessins animés, et que, franchement, c'était un peu du ratage total. Parce qu'ils voulaient repartir à zéro, en fait. Ils voulaient vraiment faire cet art français dans le dessin animé. Et c'est un peu à contre-cœur, et c'est suite à cette commande allemande qu'ils décident quand même de faire appel à Grimaud. Et puis, c'est l'arrivée d'un nouveau directeur général de la cinématographie nationale, qui aime beaucoup le travail de Grimaud, qui s'appelle Gallet, qui va faire que, finalement, ils vont être choisis. Et du coup... Grimaud, Sarru sont flattés d'être choisis comme étant les ambassadeurs du dessin animé français. Donc, voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'argent, et la société n'a pas l'argent. C'est une petite société qui a un capital de 30 000 francs. Et Sarru prévient tout de suite qu'ils n'ont pas du tout les moyens pour faire un long métrage d'animation. Et ça, c'est dans tous les courriers. C'est à la fois conservé aux Archives nationales, à la fois conservé au Crédit national. Sarru a dit qu'ils n'ont pas les moyens de faire un long métrage. Oui, d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, un des éléments qui participe de la longueur de la production, c'est ce que tu disais sur le manque de techniciens, de techniques, et ça, tu t'en rends compte assez vite dans tes recherches de ce problème-là ? Mais en fait, il faut partir. Ils sont, au maximum, aux petits soldats, ils sont une quarantaine. Pour faire un long métrage d'animation, c'est un peu court. Donc ils vont essayer de recruter dans beaucoup d'écoles d'art. Le problème, et c'est Grimaud le dit assez souvent, c'est que dans les écoles d'art, on est dans les beaux-arts, on n'est pas dans l'illustration, on est un peu dans l'expression plastique libre. Et donc ils disent qu'ils ont du mal à trouver des animateurs qui peuvent reproduire des dessins. Et ça, ils ont du mal à trouver des gens pour ça, déjà. Il n'y a pas d'école d'animation, donc il va falloir en créer une. Il va falloir recruter des animateurs. Ceux qui sont un peu intéressés par l'animation, ils sont tous intéressés par Disney. Donc il y a toujours cette patte Disney qui revient. Donc il faut essayer de faire des essais d'animation. Donc ils essaient de recruter dans toutes les écoles d'art. Donc les arts déco, les arts appliqués, des étudiants, parfois très jeunes. Il y en a qui commencent, ils ont 16 ans, qui ont fait des
comment on appelle ça, des tests pour pouvoir rentrer. Mais en fait, l'équipe de départ, qui est déjà pas très aguerrie, devient les cadres de l'animation. Et en fait, ils sont pas eux-mêmes très aguerris. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, Saru va faire appel à des techniciens américains du studio Disney en les faisant venir en France pour leur demander des conseils parce que clairement, pendant des mois et des mois, la société part dans une mauvaise direction. Enfin, ils partent dans tous les sens, en fait. C'est ça aussi le problème de départ. Et justement, on voit aussi que le budget du film a explosé entre les premières prévisions et la fin du film. Est-ce que tu penses que justement c'est parce qu'ils n'étaient pas du tout aguerris qu'ils ont d'une certaine façon sous-estimé le budget de production d'un film comme celui-là? Ou est-ce que c'est un peu volontaire aussi de leur part pour ne pas faire trop peur justement au gouvernement? Parce Grimaud, dans ses souvenirs, dit en gros, on a volontairement sous-estimé. Les premières estimations, c'est 18 millions de francs. Un court-métrage, ça coûte 1 million. À l'époque, 18 millions, ça paraît pas farfelu. 20 millions en 1900, c'était en 42, les toutes premières estimations. 20 millions de francs de l'époque, c'était déjà une grosse somme. Le problème, c'est qu'on a une période d'inflation qui est galopante pendant l'occupation et qui va être d'une énorme inflation après-guerre aussi. Donc, il faut remettre en contexte qu'après-guerre, on est dans une inflation énorme. Donc, quand on enlève l'inflation, on se rend compte qu'on est quand même dans un budget qui est un peu plus raisonnable. Mais c'est vrai qu'on passe de 20 millions à plus de 500 millions de francs. Donc, c'est vrai que ça paraît complètement hallucinant. Et à la fin, plus personne ne veut financer, même les 6 millions qui restent pour faire la publicité. Tout le monde jette l'éponge, il n'y a plus personne qui veut financer ça. Oui, non, et André Saru remarque très vite, et le dit très vite, un film d'animation français ne veut pas s'amortir sur le territoire national. Et ça, il le dit clairement, et c'est une problématique qui déjà se posait à l'époque. Ouais. Ils se rendent compte que de toute façon... En fait, André Saru, c'est assez passionnant parce qu'il fait beaucoup de notes et de rapports lui-même qu'il écrit au Crédit National, et je trouve qu'il est assez clairvoyant dans ce qu'il dit. Alors, il a un peu tendance à pipoter des chiffres et à rendre concret des choses qui sont juste des discussions. Par exemple, avec les distributeurs, en gros, c'est bon, j'ai trouvé un distributeur, alors qu'en fait, il n'a pas du tout trouvé. Mais, et ça, je trouve très gonflé quand même parce que... il dit parfois des mensonges énormes au ministère de l'Information. C'est assez... Bon, je me dis, ils lui en veulent pas parce que je pense qu'ils ont quand même trouvé qu'il exagérait un peu. Mais c'est vrai que très vite, il se rend compte que sur le seul marché français, ça pourra pas fonctionner. Et c'est pour ça que très vite, il cherche des débouchés à l'international. Et il s'illusionne d'un débouché aux États-Unis. En étant persuadé, et ça, il y a beaucoup de courriers à l'époque qui disent... par exemple que Disney ne produit pas assez de films de long métrage, donc qu'il va y avoir besoin de long métrage d'animation aux États-Unis. Et là, il y a cette idée-là qui flotte dans l'air pendant plusieurs années après-guerre, que les États-Unis vont être en manque de long métrage et que donc il faut obtenir le quota anglais, comme ça on aura une version anglaise et qu'on pourra proposer le film aux États-Unis. Et évidemment, les États-Unis n'ont absolument pas besoin de la Bergère et la Ramoneur. Oui, tu l'as dit, André Saru, il se démène. C'est assez impressionnant de voir les nombreux courriers que tu cites et tout ça. Enfin, il donne de sa personne pour faire aboutir ce projet. C'est assez fou. On l'entend à la radio. Je suis tombé sur quelqu'un qui était un animateur et la femme travaillait au Crédit National. Et une autre travaillait au ministère de l'Information et disait, mais on voyait tout le temps André Saru qui était tout le temps là, en train de demander de l'argent, en train de dire, ça y est, tout est foutu, si on n'a pas des millions de plus, le projet s'arrête. Non, c'est vrai que sans André Saru, il n'y aurait jamais eu un début de film. Et la correspondance, le temps qu'il peut passer, les personnes qu'il rencontre, c'est là où on se rend compte que sans lui, il n'y a pas de Gémeaux, tout simplement. C'est lui la cheville ouvrière. Alors certes, c'est évidemment Grimaud qui est très important, puisque c'est la partie artistique, mais sans toute cette partie administrative et de recherche de fonds, de financement, il aurait été impossible de faire les courts-métrages et impossible de faire La Bergère et la Ramoneur, ça c'est évident. Et justement, alors pendant que Saru se débat pour trouver de l'argent, que fait Paul Grimaud pendant cette période de pré-production-production ? C'est là où on est assez surpris, je dois dire, où je m'attendais à voir un Grimaud... travailler au-delà de toute
on se rend compte que il prend son temps, il se met pas la rate au courbouillon, comme on pourrait dire. Et l'équipe le dit elle-même, on n'était pas occupé toute la journée. Il fait des études préparatoires, etc. Mais le scénario n'avance pas vraiment, alors qu'on trouve plusieurs versions au Crédit National. Prévert a eu un accident grave aussi lors de la présentation du Petit Soldat en 1948. Donc pendant 2 ans, il n'a pas pu travailler. Je se rappeler qu'il est passé par la fenêtre de la radio et qu'il est tombé 5 mètres plus bas sur les Champs-Élysées, qu'il a failli mourir ce jour-là. Et donc il est resté à marmottant dans le coma. Et donc pendant 2 ans, Prévert ne pourra plus du tout travailler. Donc on est en plein 49-50. Donc pendant ce temps-là, Grimaud fait son film, donc il se lance un peu dans... Ils font des essais d'animation, il y a toute une animation de l'oiseau, par exemple, qui est lancée. En fait, Sarru demande à Grimaud de lancer une partie de la production parce qu'il commence à embaucher des gens, mais qui sont en inactivité. Et à l'époque, ils ne sont pas en intermittent du spectacle, ils sont embauchés à l'année. C'est-à-dire qu'il faut leur donner un salaire tous les mois. Sauf qu'il commence à y avoir une grosse équipe qui se monte et il y a des gens qui n'ont rien à faire. Donc, Sarru demande à ce que l'équipe soit occupée à faire quelque chose. Sauf que Grimaud, en gros, sait pas quoi leur faire pour l'instant, puisque l'étude des personnages n'est pas terminée. Même les couleurs, et ça va prendre des mois, des années, avant qu'ils se décident sur les couleurs. Donc pour l'instant, en fait, tout est bloqué, l'équipe n'avance pas. C'est pour ça que quand on voit les mois qui défilent, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe et ça coûte à peu près 1 million d'euros chaque mois, de francs, chaque mois, pour rien, parce que toute une partie de l'animation va être jetée à la poubelle quand les 2 Américains vont arriver, les Fingwell et Harbaugh, et qui vont se dire, mais ils vont leur dire, vous avez 20 ans de retard, vous êtes complètement à la ramasse. Et ça, c'est Gabriel Aligné qui le dit. Il dit, mais ils nous ont donné beaucoup de conseils, mais qui pour eux étaient d'une simplicité incroyable. Et nous, on n'avançait pas, en fait. Pas qu'ils étaient vraiment feignants, mais c'est qu'ils avaient des mauvaises méthodes. Ils n'avaient pas les bonnes méthodes pour faire un long métrage d'animation. Et à ce moment-là, les relations justement entre Grimaud et Sarru, comment elles sont? Sarru n'a pas l'air de presser beaucoup Grimaud ou Prévert justement à finir son scénario. Non, c'est vrai qu'on entend Grimaud après qui se plaint de Sarru, mais sincèrement, quand on voit... Il lui a quand même... il l'a secoué en 51 quand même. On parle quand même du film depuis 42. Donc je trouve qu'il a quand même été vachement patient avec son réalisateur. Et scénariste. Et scénariste. À un moment, on a quand même une petite lettre de Sarru qui dit « Cher Jacques, pourrais-tu, s'il te plaît, finir le scénario ?» Et Prévert qui dit « Oui, c'est fini. » Et j'ai eu des animateurs qui m'ont dit « C'était fini. » Ok, en gros, le scénario était fini, mais le découpage n'était pas du tout fini. Donc en fait, c'était pas fini en soi. Ça, il faut être clair là-dessus. La fin de La Bergère Moneur n'a jamais été finie, quoi qu'on en dise. Donc c'est eux, après, qui vont se débrouiller à essayer de bricoler une fin. Mais c'est vrai qu'il a été quand même vachement, et Grimaud dit que c'est lui qui a inventé cette expression, vachement, qu'il a été vachement patient. Et Grimaud aussi se sent, au fur et à mesure des mois, il n'aime pas du tout les Américains. On sent bien dans les témoignages qu'il dit qu'il se sent spolié, parce qu'aussi, on a des animateurs qui m'ont dit « Oh là là, les Américains, on était trop contents de les voir, c'était des stars, parce qu'ils venaient des États-Unis, du studio Disney. » Et là, on sent bien que Grimaud, il n'aime pas du tout. D'ailleurs, il va les virer au bout de quelques mois de présence en France, malgré les conseils qu'ils ont pu donner. Et ils sont très bien payés, ils sont les mieux payés du studio, ils sont mieux payés que Grimaud et mieux payés que Sarru d'ailleurs. Ce qui est d'ailleurs très bien expliqué dans ton ouvrage, parce qu'il y a pas mal de tableaux de chiffres qui sont assez intéressants justement pour voir et pour faire la comparaison entre les différents salaires des uns et des autres, par exemple, et voir à quel point Grimaud, Sarru, par exemple, se payaient par rapport aux simples coloristes ou autres, ou aux intervallistes. C'est quand même assez intéressant et assez surprenant. Surtout Grimaud, après, quand il présente que genre, on l'a spolié et qu'il est ruiné après le film, il a quand même été payé 5 millions de francs pour le film. Quand il est arrivé au Gémeaux, il a donné un aérographe dans le capital de la société. Donc, dire qu'il a tout perdu avec le film, ça fait un peu partie de la légende aussi, où on lui aurait tout pris, il n'avait plus rien, etc. Non, soyons quand même... surtout que c'est ça qui est intéressant avec les archives du Crédit National, c'est qu'on a des données pour une fois chiffrées, et non pas quelqu'un qui raconte un truc 60 ans après, qui raconte ce qu'il a envie qu'on se souvienne.
Alors, je vous propose de marquer une deuxième pause musicale. Nicolas, c'est ton choix que nous allons écouter maintenant. Qu'est-ce qu'on va écouter ? Alors, moi, je me suis demandé justement quel morceau pouvait peut-être convenir un petit peu à l'émission. Et je me suis dit, bon, Prévert, Cosma. Évidemment, tout le monde connaît la chanson de Serge Gainsbourg, mais il faut changer un petit peu. D'autant plus qu'on est dans une radio anarchiste et que Gainsbourg devient un peu un chanteur bourgeois. Donc, j'ai décidé de trouver j'ai trouvé plutôt un morceau un peu plus punk, sorti il y a une dizaine d'années maintenant, est signé d'un groupe qui s'appelle Guérilla Poubelle, qui s'appelle Prévert Cosma Paris. Donc voilà, un petit peu toujours dans la même thématique. Vous écoutez bien Bulle de rêve, nous sommes en compagnie de Sébastien Roffa pour parler de la bergère et le ramoneur. Nicolas, je crois que tu avais une petite question. Oui, alors une question notamment par rapport à la production, parce qu'il y a un moment justement où tous les budgets étaient un petit peu dépensés, on va dire, et où Saru a dû se démener pour trouver une autre source de financement. Et t'expliques qu'il y a une source de financement qui est assez surprenant et qui vient justement du milieu protestant. Comment est-ce que le milieu protestant français s'est mis finalement à produire du cinéma d'animation? Il faut dire que le milieu protestant n'est pas très fan de cinéma et ne finance pas vraiment le cinéma. C'est pas trop leur cam, je dirais familièrement. Disons qu'ils ont été un petit peu forcés. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai découvert très fortuitement. Ça ne m'avait pas sauté aux yeux au départ, mais on parlait tout à l'heure d'une enquête policière et ça a vraiment été le cas ici, en me disant, mais déjà en comprenant qui était dans le capital social des Gémeaux, en me rendant compte que finalement Grimaud ne possédait pas cette société, pour tout dire. C'était la famille d'André Saru et une famille plutôt du côté de sa mère qui était de Mazamet, spécialisée dans le délainage et qui était une famille protestante. Et une autre partie de la famille, donc la famille Saru, était une famille de pasteurs. Louis Saru était premier président de la Cour de cassation, qui avait été très célèbre pendant l'affaire Dreyfus. Donc on a deux côtés de la famille qui sont des protestants connus, avec aussi les Saru qui avaient été une tradition familiale très ancrée aussi, qui avait été condamnée aux galères. La femme Saru a été condamnée à la prison à vie, aigues-mortes, pour s'être rendue à une réunion du désert. Il leur fallait juste dire qu'ils rejetaient la religion protestante et ils étaient libérés, libres. Ils ont préféré être condamnés aux galères et à la prison à vie plutôt que ça. Et ça, c'est très ancré dans la mémoire familiale. Et donc, du coup, cette famille Saru est très respectée aussi. Et ce qui va permettre à André Saru d'avoir des contacts avec le président du Crédit National, qui s'appelle Wilfried Baumgartner, qui est protestant. Il a fait ses études à l'Institut des hautes études politiques, où il y a beaucoup d'élèves aussi qui sont protestants, et beaucoup de banques qui vont financer les Gémeaux, qui sont toutes des banques protestantes, Odier, Bengener, Verne, Schlumberger, qui sont toutes des banques protestantes. Et ça, sincèrement, je n'avais pas compris ça au début. En fait, j'ai compris que par amitié aussi, et par rapport à la famille Saru, on avait bien voulu accepter de financer cette aventure des Gémeaux. Et sans cette connexion-là, ça aussi, ça aurait été impossible de financer. Et ce qui est assez fou aussi, c'est qu'ils financent et ils refinancent beaucoup. Et je pense qu'il y a aussi cette idée-là que c'est un protestant, il remboursera. Je pense qu'il y a cette idée-là dans ces petits milieux, ces 2% des Français, qu'on se couvre aussi et qu'on se respecte et qu'on se fait confiance. Voilà, c'est pour moi. Alors là, ça a été vraiment toute une découverte aussi. Et en tirant les fils, à chaque fois, je trouvais, je me suis dit, c'est encore un protestant qui est là. C'est Charles de Bartillat, c'est le premier qui leur prête un studio rue de Berry. En fait, je me rends compte qu'il était à l'école avec lui à l'Institut des études politiques. Et en fait, comme ça, j'ai pu relier plein de choses qui, pour moi, n'étaient pas claires et pas possibles. En fait, il y a quelque chose au départ ça tient de l'inconcevable. Et en fait, en comprenant des liens qui sont des liens, qui sont des liens d'amitié ou des liens qui sont pas présents sur le papier, en fait,
qui sont juste des discussions ou des connaissances qu'on peut avoir. Puis dans les rallyes aussi, les dimanches après-midi, quand on se rencontrait entre protestants, il y avait des associations qui s'appelaient Ceux des protestants aussi, où on avait des employés qui étaient aussi protestants. Donc il y a toute une connexion protestante dans le financement de ce film qui est assez étonnante. Ça a dû les dissuader, l'échec du film, de continuer dans la production, j'imagine. Je pense. Et je sais pas si... Alors, oui, une autre petite question. Alors, quelque chose qui est assez passionnant encore dans ton ouvrage, c'est tous les témoignages que tu as pu recueillir et qui divergent justement de tous les témoignages qu'on avait pu avoir jusque-là et qui provenaient plutôt justement de Grimaud et peut-être de sa cour, entre guillemets. Et notamment, quelques témoignages qu'on reprend. Alors, eux que toi tu n'as pas obtenu directement, si je me trompe pas, c'est celui de Ciné, dans sa biographie. Je ne sais pas si tu l'as interviewé d'ailleurs pour en savoir un petit peu plus, parce que lui n'est pas tendre non plus avec Grimaud dans sa biographie. Pas du tout, et ça c'est drôle parce que en fait je me suis dit, encore une fois, pourquoi Pagliano et d'autres auteurs n'ont pas voulu reprendre des témoignages qui allaient dans le sens contraire. Par exemple, on a Nicolas aussi qui parle, Grimaud c'était un peu Pénélope, il nous est toujours refaire, etc. Il y a Ciné qui parle des deux poivreaux en, je sais pas comment l'expression. Et je me suis dit que c'est quand même fort, quoi. À chaque fois qu'il pouvait y avoir des témoignages qui contredisaient un peu Grimaud et Prévert, ils étaient systématiquement évacués. Donc, moi, je les ai repris, non, parce que ça me semblait intéressant. Malheureusement, je ne les ai pas interrogés. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui... Et puis, il y a aussi ce témoignage que je trouve assez intéressant parce que lui, j'ai l'impression qu'il est complètement, on va dire, je dirais pas anti non plus, c'est quand même un peu trop fort, mais qu'il est critique quand même et assez sévère envers à la fois Sarru et Grimaud. C'est un témoignage que tu as obtenu justement assez tardivement en 2014, celui de Jacques Thévenet. Et donc, alors là, je cite le témoignage de Jacques Thévenet que tu mets dans ton livre. On avait enfin une production professionnelle, mais avec un travail d'artisan. On reprenait tout sans arrêt. C'était une machine sans tête. Il y avait une séparation totale. Par exemple, André Sarru, on le connaissait mal. Il n'est jamais intervenu artistiquement, mais on lui doit ce film. D'ailleurs, il n'intervenait sur rien. Mais c'était un personnage important. C'était un vendeur bilingue, anglais, charmeur, entreprenant, un génie de la vente à l'activité débordante, avec beaucoup d'humour, un être plutôt fantasque. Mais ce n'était pas un créatif, il était plutôt éloigné des gens. Sarru avait du nez pour déceler les talents. Manipulateur, il révèle les gens malgré eux. Sa gestion de l'affaire a été désastreuse. Quant à Paul Grimaud, on le voyait peu. Il travaillait chez lui, il était peu au studio. Il réalisait une centaine de décors et beaucoup d'études au fusain sur l'implantation des personnages, leurs déplacements, les champs contre champs. Il a fait de nombreux clichés photographiques à Notre-Dame ou Versailles et même les toits des Gémeaux pour la scène de la bergère et le ramoneur sur le toit. Aussi, il ne connaissait personne de la nouvelle équipe. On le voyait à peine. Il venait au grand maximum une matinée par semaine pour voir le travail des animateurs. Il montait à l'étage ou regardait des plans au sous-sol, puis repartait. C'est une légende, ce bon Paul, entre guillemets. Il est méprisable et égocentrique. Quant à Jacques Prévert, je ne l'ai jamais vu. Paul Grimaud a manipulé André Sarru. Il l'a fait souffrir. Sarru, c'était plutôt le genre du mec distrait. Grimaud a certes du talent, mais c'est un opportuniste. Alors ça, quand même, c'est pas non plus particulièrement gentil, ni pour l'un, ni pour l'autre, d'une certaine façon. Parce que dire que la Société des Gémeaux n'avait aucune tête, c'est dire à quel point le film était mal parti. Ah ouais, mais c'est... Parce qu'à un moment, à chaque fois, on croit toucher du doigt la vérité, entre guillemets. Et on se dit, en fait, c'est Sarru qui gère tout seul. Et en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment Sarru non plus qui gère. Et c'est Pierre Chéret du Crédit National qui est mandaté pour savoir où en est le film. Et Pierre Chéret demande... Très tardivement d'ailleurs, en 1951. Ouais, c'est ça aussi qui est fou, quoi. Et Pierre Chéret demande à André Sarru où en est le film. Et André Sarru dit qu'il n'en sait rien. C'est-à-dire, début 50, il est incapable de savoir lui-même où en est le film. Il ne sait pas combien de plans sont tournés, il ne sait pas quand ça va se finir. En fait, et Jacques Thévenet, c'est le directeur technique du film. Et je me dis, mais pourquoi il n'a pas été interrogé plus tôt par d'autres chercheurs avant moi ? Parce que c'est lui qui a le livre des couleurs. Et il savait tellement de choses. Il est décédé en 2015 d'un cancer. Il m'a téléphoné en me disant Sébastien, je suis en phase terminale d'un cancer, je viens te dire au revoir. Je voulais juste te remercier pour ce que tu as fait dans ton travail. Si tu as d'autres choses à me demander, demande-le moi vite parce que j'ai plus beaucoup de temps à vivre. Il est décédé en février 2015, je crois. Oui, pas très longtemps après. Et il savait tellement de choses parce que pour le coup, il était au plus près. C'est lui qui a pu
Il était au service checking, un service qui avait été inventé par les Américains. C'est un service de vérification, parce qu'avant, il n'y avait personne qui vérifiait le travail de personne. Ça paraît absolument hallucinant, c'est que chacun travaillait dans son coin, mais on n'avait pas vraiment de tableau d'avancement, d'un plan qui devait faire quoi. Enfin, c'était un peu l'animateur qui confiait ça à des intervallistes, à un second animateur. Et puis c'était très hiérarchisé au Gémeaux, mais ça manquait ce service checking. Et donc c'est Jacques Thévenet qui dirigeait ce service checking de vérification. Et je pense que quand il dit vraiment que c'était une machine sans tête, c'est un peu vrai. C'est-à-dire que à la fois Grimaud et à la fois Sarru étaient un peu éloignés. Je pense que Sarru commençait... En fait, ils étaient lassés de ce film-là, clairement. Grimaud en avait assez de ce côté un peu usine. Et Sarru commençait aussi à avoir d'autres projets. Il se lançait un peu dans la production de longs métrages en prise de vue réelle. Il avait monté La Comète pour faire des dessins animés publicitaires. Donc, on sentait aussi que les deux, on peut les comprendre après presque 9 ans de production et que pas grand-chose soit avancé, qui commence aussi à être un peu là de ce film. Oui, et puis quelque chose que tu évoques c'est que vers la fin au bout d'un moment, Sarru devient enfin le capitaine pour finaliser quelque chose, quoi. Mais ça arrive très, très, très. Ouais. C'est aussi Jacques Thévenet qui me dit, mais je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que enfin, il devient capitaine. Et puis Sarru à un moment dit aussi qu'il est un peu un artiste frustré, c'est-à-dire que puisqu'il a fait des études aussi un peu d'art et qu'il aurait voulu sans doute être un peu plus investi dans le domaine artistique. Et c'est vrai que quand Grimaud s'en va et qu'il n'y a plus personne, c'est là où il devient effectivement, pendant les quelques mois qui restent, le vrai producteur du film avec Jacques Thévenet et puis l'équipe qui reste. Et là, il termine vraiment le film. Et là, ça avance. C'est vrai que là, quand on lit ton livre, justement, on a vraiment cette impression qui est assez surprenante, c'est que la première fois presque que la Bergère Ramoneur a eu véritablement un producteur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le véritable travail de producteur, qui sait encadrer son équipe et demander des choses à son équipe, c'est au moment où Pierre Chéret arrive en 51. C'est-à-dire que le producteur du film, d'une certaine façon, celui qui a permis la fin du film, c'est Pierre Chéret, bien plus finalement que presque Sarru et Grimaud. J'abuse un peu en disant ça. Non, mais c'est vrai, en fait, Enfin, il disait, on avait quelqu'un qui donnait des ordres et qui donnait des ordres. Si, ça a avancé pour une fois. Et Thévenet le dit, ça ronronnait avant. En fait, tout le monde a pris son temps pendant longtemps. Et autant ça a pu booster Sarru qui a réussi à reprendre le projet, autant c'est ça, on a l'impression aussi, qui a vraiment éloigné Grimaud. Et donc finalement, c'est de là que vient, d'après toi, les tensions entre Grimaud et Sarru. Clairement, en fait, cette venue de... En fait, le film n'avance pas. Donc, le Crédit National s'impatiente. On peut les comprendre aussi, puisque Sarru demande constamment des rallonges de budget. Et là, on envoie donc Pierre Chéret. Et c'est là où Grimaud se fâche, parce que Chéret dit « Vous devez finir le film dans ce temps imparti, point barre. Quoi qu'il arrive, vous devez finir. » Et Grimaud se fâche et ne vient plus au studio. Il s'en va. Il refuse d'obéir aux injonctions du Crédit National. Et il a un comportement limite d'enfant gâté. Enfin, c'est assez impressionnant, puisque tu dis bien dans le livre, rien n'y fait, aucune concertation, aucune explication, rien du tout. Pierre Chéret, d'ailleurs, a voulu rencontrer Grimaud. L'équipe a essayé de parler à Grimaud. Effectivement, ça fait très enfant gâté. Il ne veut plus venir si on le presse pour finir le film. Or, on est quand même quasi en 51. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est dans ton livre et qui est assez intéressant et impressionnant. C'est de voir, parmi les témoignages que tu recueilles justement des uns et des autres, de voir que Grimaud, par exemple, peut être trop pointilleux et quitte à jeter plein de choses qu'il a déjà faites parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, on a à côté de ça Sarru qui est incapable de lui dire non, ça tu gardes, on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que finalement, on a vraiment cette impression quand même que l'échec du film est vraiment dû aux deux finalement, et aux deux qui ne savaient pas vraiment faire leur travail tel qu'ils auraient dû le faire. Un producteur comme un producteur et un artiste qui a conscience quand même un petit peu de l'économie et des moyens engagés pour faire le film. Je pense qu'en fait, Grimaud a eu l'habitude, effectivement, sans doute, de cette idée d'être enfant gâté. C'est-à-dire qu'en fait, on lui a jamais dit non. Sarru a toujours fait en sorte qu'il ait toujours les financements de tout pour faire ses courts-métrages, pour faire son long-métrage. Et en fait, on lui a jamais dit non. Et là, il a une autorité qui est Pierre Chéret, qui n'a pas l'air commode pour autant et qui lui dit non, c'est fini. Et c'est vrai que Sarru,
je sais pas s'il avait peur. Je pense qu'il était impressionné par le talent de Grimaud. Et peut-être aveuglé par son talent aussi. Et il se disait, si je le bruse, peut-être qu'il va partir, peut-être qu'il va... Et Grimaud a pris toute son aise aussi, sans doute, en se disant, c'est moi le réalisateur, c'est moi qui fais le dessin. De toute façon, sans moi, il n'y a pas de film. Donc, voilà, je prends mon temps. Et de toute façon, ils ne pourront jamais faire sans moi. Et je crois que ce qu'il a vexé, profondément, et ce qu'il a blessé, c'est quand on lui a dit, si, on va faire sans toi. Et ça, je crois qu'il s'en est jamais remis, en réalité. Qu'il était finalement plus indispensable à son film. Et c'est vrai que Sarru, tu as raison sans doute de souligner ça, c'est une responsabilité collective de ne pas avoir su effectivement jouer le rôle de producteur, de taper un poing sur la table, mais parce que c'est leur relation depuis 1936 et on sent bien dans les interviews dans la presse aussi, radio, on sent que Sarru est vraiment admiratif de Grimaud. Et Grimaud il avait cette capacité-là aussi il y a beaucoup de témoignages d'animateurs on ouvre la porte, on voit Grimaud et sincèrement, on lit parfois des témoignages, j'ai l'impression qu'ils sont tombés amoureux de Grimaud. Il avait une force d'attraction, il a pu comme ça entraîner une équipe aussi et vers l'échec. Mais alors, certains disent qu'il l'aimait pas, mais il avait aussi toute une équipe autour de lui qui lui vouait une adoration absolument incroyable. Et je pense que Sarru en faisait partie aussi. Je propose qu'on marque une nouvelle pause musicale. Pascal, c'est à toi de nous présenter ton morceau. Alors moi, avec mon choix musical, j'ai voulu saluer la réouverture des salles de cinéma. Une des scènes les plus marquantes de l'année dernière, de l'année sacrément raccourcie l'année dernière, est le final de Drunk, où Mads Mikkelsen se lance dans une gigue effrénée qui semble totalement improvisée. Mais on voit bien par quelques détails de mise en scène et aussi par une vidéo, on le voit préparer sa chorégraphie, que c'était très préparé. On le voit travailler avec une rigueur de gymnaste assez impressionnante et sa danse libératrice se déroule sur cette chanson du groupe danois Sky Pleasure, enregistrée en 2019 et passée inaperçue à l'époque, enfin de moi en tout cas. Et donc What a Life est depuis devenu un vrai hymne de cinéma comme on adore en entendre. Voilà, j'ai choisi ce thème en guise d'invitation à retourner au cinéma, à voir plein de films, en apprécier la joie collective que ce film déclenche. Beaucoup de gens applaudissent à l'écoute de cette musique. Et donc voilà, c'est pour le plaisir d'entendre, de vivre la musique sur grand écran. En attendant avec la même impatience de retourner voir des concerts de Sky Pleasure ou plein d'autres. Au-delà de l'efficacité pop de cette chanson, les paroles invitent à oser l'insouciance, comme un joli résumé de ce film, à l'esprit frondeur, une véritable ode à se libérer de soi-même et des autres pour trouver son essence profonde ou au moins s'en approcher, quitte à boire beaucoup d'alcool ou à savoir en terrasse ou ailleurs. Alors moi j'ai envie de parler d'une partie du livre que j'aime beaucoup, on en parlait hors antenne, voilà, moi c'est un grand plaisir de lecture, là tout à coup d'avoir ce passage hyper rocambolesque et qui je trouve est révélateur quand même de ce qu'est devenu cette affaire, c'est quand le film, donc La bergère et la ramoneur, est présenté au Festival de Venise. Ou pas, enfin peut-être, en tout cas il est sélectionné, mais on ne sait pas s'il va être montré, donc voilà Sébastien, toute cette partie-là c'est quand même juste absolument incroyable. Et ça j'étais très content parce que ça a été fastidieux de compiler tous ces articles de presse, mais surtout, on m'avait signalé qu'à la Cinémathèque de Lausanne étaient conservés des documents, et notamment un courrier de Grimaud où il expliquait des choses sur le film. Donc, sans plus de détails, je suis allé à Lausanne et j'ai découvert ce courrier de Grimaud où... il explique de son côté tout ce qui se passe et en fait il retrace toutes les étapes de cette projection ou non-projection à Venise et je suis tombé sur le rapport d'Émile Vuillermoz dont j'avais entendu parler mais que je n'avais pas pu trouver et ça aussi pour moi c'est une grande joie de chercheur quand on tombe enfin sur un document qu'on cherche. Vuillermoz avait été mandaté pour expertiser les défauts et corruption apportés au film par l'équipe restante des Gémeaux. Ce qu'on peut préciser, donc, c'est que Grimaud ne vient plus sur le tournage, puisqu'il estime qu'il ne peut pas finir le film dans dans les conditions qui lui sont imposées par le Crédit National, mais aussi par le conglomérat des banques. Il n'y a pas que le Crédit National,
On le rappelait tout à l'heure, on est quand même passé d'un budget de 40 millions à 500 millions de francs, donc on n'est pas dans un petit dérapage budgétaire, quoi. On est dans 10 fois le budget qui était imparti. Donc on peut comprendre l'impatience de toutes les parties prenantes. Et donc Grimaud, refusant de venir travailler, il est licencié donc, de la société Les Gémeaux. Et le film va être continué, non pas ce qu'on a dit en Angleterre, en fait il est prévu depuis toujours qu'une partie du film soit gouachée en Angleterre. Non pas pour faire plaisir aux Anglais, mais parce qu'à l'époque, on espère obtenir le quota anglais pour que le film soit diffusé comme film anglais en Angleterre. Et pour que le film soit quota anglais, il faut qu'une partie de la production soit faite en Angleterre. Donc André Sarrut a fait gouacher une partie du film en Angleterre. Donc c'était un peu fastidieux, il fallait que toutes les feuilles d'animation soient mises dans des grandes boîtes et envoyées par train, par bateau, puis par train, jusque dans Stroud, dans l'ancien studio d'Hanson Dyer. Ce sont ceux qui vont faire La ferme des animaux, d'ailleurs, juste après. Donc c'est eux qui gouachent le film. Et ensuite, c'est filmé. Et donc il y a quand même une partie du film qui est continuée en France. Et là, Grimaud ne sait pas ce qui se passe pendant les quelques mois où le film se termine. Le film finit par se terminer, enfin. Et Grimaud, Sarrut veut présenter le film au Festival de Venise en septembre 1952. Et quand Grimaud apprend que Sarrut veut projeter le film à Venise, il intente donc un procès pour séquestrer, c'est pour ça qu'on va voir cette expression, la bergère est séquestrée, pour séquestrer le film. Et il ordonne qu'un expert, Émile Vuillermoz, soit nommé pour voir quelles ont été les adjonctions, modifications, soustractions apportées au film. Cet expert doit rendre son jugement avant que le film soit projeté. Sauf que le film est terminé très tard, le montage est terminé très tard, et le film est quand même envoyé à Venise. L'histoire est tellement compliquée. Il a été sélectionné par un groupe de jurés qui est venu exprès à Paris pour pouvoir voir le film. Quand Vuillermoz veut voir le film à Paris, on lui dit qu'il n'est pas arrivé. Du coup, il ne peut pas expertiser le film. Du coup, il dit à la justice qu'il ne peut pas faire son travail. Sarrut dit tant pis, on projette quand même le film. Grimaud dit vous n'avez pas à projeter le film parce qu'il y a une expertise judiciaire et on vous demande le séquestre du film. Et donc comme ça pendant des jours et des jours, c'est le suspense à Venise. Le film va-t-il ou non être projeté? Et finalement, le film est projeté le dernier jour du festival sous la pression en fait du Crédit National et du ministère de l'Information, parce que là il y a des courriers très clairs qui disent on a plus de 200 millions de francs sur ce film-là, il faut que le film soit projeté à Venise quoi qu'il arrive. Et puis bon, c'est à Venise, c'est pas tout à fait en France, le séquestre c'est un peu en France, on joue sur les mots, et le film reçoit un prix au Festival de Venise. Et là, évidemment, Grimaud est foudrage, et il dit dans la presse qu'il refuse le prix qui lui a été attribué, et une série de procès recommence, ce qui va empêcher l'exploitation du film en France. Donc il est juste projeté une seule fois au Festival de Venise, il reçoit un grand prix, mais pour l'instant, il ne peut pas être exploité au cinéma. Et il mettra quelques temps avant de pouvoir être exploité, mais ça sera toujours une exploitation qui sera quand même très compliquée. Ça va être une exploitation compliquée puisque Grimaud et Prévert font tout pour empêcher l'exploitation. Donc le film est quand même... En fait, la justice va débouter à chaque fois. Ce qui est très intéressant aussi, c'est toute cette partie sur le droit d'auteur. Parce qu'en fait, à cette même époque, le législateur réfléchit à la définition du droit d'auteur. Et donc cette affaire-là alimente la réflexion autour du droit d'auteur. Qui est l'auteur d'un film d'animation? Est-ce que les animateurs sont des co-auteurs? Est-ce qu'un réalisateur peut spolier le travail de tout le monde parce qu'il estime que son film n'est pas abouti? Et la justice va donner tort à Prévert et à Grimaud en disant qu'ils sont des co-auteurs, mais qui n'ont pas le droit d'empêcher l'exploitation du film. Et donc la justice leur donne tort à plusieurs reprises. Donc le film va finir par être projeté en mai 1953. Et c'est là où il y a cette scène rocambolesque au cinéma des Champs-Élysées où vous avez Prévert et Grimaud qui s'accrochent au rideau anti-incendie pour que le film ne soit pas projeté. Et il y a des spectateurs dans la salle qui racontent cette scène hallucinante où ils font tout pour empêcher le film d'être projeté. Et c'est là où Grimaud et
et Prévert, à partir du Festival de Venise, et pendant des années, vont raconter leur propre version, inventer des chiffres, sous-entendre des malversations de Saru. Voilà. C'est là où on va commencer à sombrer un peu dans le côté obscur, je dirais, et c'est là où la presse va prendre fait et cause pour Prévert et Grimaud. Et Saru dira juste une seule fois, s'il vous plaît, la justice suit son cours, je m'exprimerai au moment venu, mais je ne veux pas m'exprimer alors que l'affaire est en jugement. Donc le film est projeté en mai 53, ça réunit 1 million de spectateurs, ce qui est quand même pas si mal, quand on les compare aux autres films Disney de l'époque, par exemple, mais c'est totalement insuffisant pour sauver la société. Les Gémeaux est déclaré en cessation de paiement la semaine suivante. Et là, Grimaud et Prévert interjettent appel pour empêcher l'exploitation future du film à l'étranger. Et c'est pour ça que le film va mettre aussi longtemps à être exploité à l'étranger, puisque Grimaud et Prévert usent de tous les ressorts possibles et imaginables judiciaires qui sont en leur faveur, jusqu'à aller à un moment en cour de cassation, où là, ils s'arrêteront avant. Et d'ailleurs, tu parles d'un travail réalisé par Dominique Bougerolles, justement, dans ton livre. Dominique Bougerolles, qui est enseignant, entre autres, à Paris 3, et je crois que c'est un professeur qui s'occupe de tout ce qui est droit du cinéma. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a compilé tous les documents juridiques. Est-ce qu'il en a fait un travail publié aussi? Qu'est-ce que tu utilises, en fait, comme matière? Et aussi, une petite question en même temps, qu'est-ce que ça a apporté du côté de la jurisprudence du droit d'auteur par rapport à ça? Est-ce que cette affaire a vraiment eu des retombées assez considérables sur la question du droit d'auteur? En fait, en 2007, j'avais contacté Dominique Bougerolles parce que je ne sais plus qui m'avait dit qu'il avait travaillé sur cet aspect juridique de l'affaire. Et donc, vraiment, je remercie encore Dominique Bougerolles qui m'a envoyé toute la documentation juridique, donc des centaines de pages qu'il avait fait photocopier. Et alors, pour moi, ça a été aussi une révélation totale, parce que les archives judiciaires, forcément, les avocats apportent des pièces qui ont aujourd'hui disparu. Et là, on retrace vraiment en plus toute l'histoire. Ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir aussi retracer toute l'histoire de la production du film. Donc vraiment, Dominique Bougerolles avait travaillé sur cet aspect judiciaire. Je crois pas que ça n'a pas été publié en tout cas, mais il avait fait un travail là-dessus. Et vraiment, c'est tellement rare que je tiens à souligner. Et elle remercie encore de m'avoir envoyé l'intégralité de son travail, de tous les dictionnaires juridiques qu'il avait pu photocopier et tout ça. Il fallait vraiment être juriste pour tomber sur tout ça. Donc vraiment, c'est un grand merci, parce que ça, pour moi, ça a été extrêmement précieux. Et d'un point de vue de l'apport, en fait, la justice, en fait, elle va rester finalement assez floue. C'est-à-dire que dans la dernière décision qui est apportée, eh bien, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est-à-dire que on donne raison à Prévert et Grimaud parce qu'ils sont auteurs du film et qu'il faut donc respecter l'intégrité de leur œuvre, mais en même temps, ils ne peuvent pas, par leur opposition, spolier le reste du travail. Donc en fait, on peut lire ce dernier arrêt de deux manières différentes. C'est-à-dire, la revue Art, par exemple, titre « La justice donne raison à Prévert et Grimaud ». Sauf que quand on lit l'arrêt, non, c'est pas si clair que ça. Donc en fait, on se rend compte que la justice française ne va jamais réussir à vraiment définir le droit d'auteur. En fait, on va donner beaucoup de droits à l'auteur, ce qui va toujours poser des problèmes encore aujourd'hui, justement, de cette intégrité des auteurs. Qui est co-auteur, il faut pas spolier leur intégrité, mais en même temps, s'il n'a pas envie de finir, est-ce que on peut finir à leur place, etc. Et donc, ça a apporté de la réflexion, mais ça n'a pas apporté plus de clarté que ça, parce que sincèrement, quand on lit les arrêts, on sent que la justice essaye de manier le chèvre et le chou, parce que c'est une affaire qui est très complexe.
Et pour rebondir un petit peu là-dessus, ce qui est assez amusant, c'est que finalement, quand tu parles de la revue Art qui titre justement que c'est un succès pour Prévert et Grimaud, l'un des rédacteurs principaux de la revue Art jusqu'en 1957, je crois, c'était aussi François Truffaut. Donc le théoricien, on va dire, principal peut-être de la politique des auteurs depuis 1954. Et on a vraiment cette impression quand on lit ton livre et quand on voit tous les extraits de presse que tu cumules, que tout cette affaire, en fait, rentre vraiment dans un contexte général qui arrive après-guerre, qui est celui, justement, de la politique des auteurs, où, justement, on a tendance à dire de plus en plus que le réalisateur est le seul auteur du film face au producteur qui est souvent perçu comme le grand méchant. Et finalement, là, c'est la même chose, c'est-à-dire Sarru est le méchant parce que c'est le producteur, c'est celui qui est finalement le financier, face à Grimaud qui est nécessairement bon et gentil puisque, finalement, c'est l'auteur du film. Alors, est-ce que tu penses que justement tout ce climat, on va dire auteuriste, a été aussi extrêmement, a influencé beaucoup les choses, par exemple. Complètement, 100%. Langlois vouait une adoration aux frères Prévert et il n'y avait rien d'autre à dire. Donc, sachant qu'il y avait Prévert, qu'il y avait Grimaud et qu'ils étaient dans des rôles de victimes, c'était même pas la... Et le pire, c'est que dans les journaux, on lui dit, on connaît Prévert, on connaît Grimaud, c'est pas la peine qu'on aille interviewer Sarru. C'est absolument hallucinant. Et ils le disent. Et ils le reconnaissent. On ne veut pas interviewer Sarru, c'est pas la peine. On veut pas savoir sa version. De toute façon, sa version sera forcément mauvaise. On se dit, mais c'est quand même hallucinant. Et du coup, Sarru ne dit rien. La seule fois où il s'exprimait, c'était au tout début de l'affaire, en disant ce que j'ai dit tout à l'heure, où il s'exprimera plus tard. Et en fait, il s'exprimera pas. Jamais. Il n'a jamais écrit une seule ligne pour se défendre son point de vue, défendre ce qu'il a voulu faire. Même après le procès, finalement. Même après le procès, même dans les années 80, quand Le Roi et l'Oiseau est sorti. Alors là, franchement, il s'en prend quand même plein la gueule. C'est violent pour lui et pour sa famille, je trouve, parce qu'il passe vraiment pour une ordure. Et que Grimaud a mis 30 ans à retrouver de l'argent, et qu'il a pu faire le film qu'il voulait faire, etc., etc. Et ce qui est dommage, c'est que tout le monde a repris ça en cœur. Et voilà. Donc, je ne suis pas le justicier, j'essaie juste de rétablir un peu, peut-être, plus d'équilibre dans cette affaire, qui est une affaire ô combien compliquée. Alors, avant de conclure sur la bergère et le ramoneur, je vais vous proposer d'écouter le choix musical d'Alexis. Alexis, auquel on fait un petit coucou puisqu'il n'est pas avec nous en studio. Je vous lis le texte d'Alexis. Mourir, dormir. Peut-être rêver de trouver des raisons d'être enfin belles et beaux. On écoute Shakespeare, Jean Marais, Hall, Courtney Love, Hamlet et Reasons to be Beautiful. Donc retour à Bulle de rêve avec Sébastien Roffa autour de la bergère et le ramoneur. Et donc une question encore sur un des, on va dire, co-auteurs du film dont on n'a pas encore parlé, qui est Joseph Cosma, donc celui qui a fait la musique et qu'on associe toujours, surtout depuis la chanson de Serge Gainsbourg, à Jacques Prévert, donc Prévert et Cosma. Qu'en était-il de Cosma et de la relation entre justement Cosma et Sarru, et évidemment entre Cosma et Prévert? Et je pense que, tu le dis bien dans ton livre, c'est peut-être aussi le film qui a cassé un peu leur amitié. Cosma et Prévert, je vais pas revenir sur cette amitié, ce duo artistique fondamental de la chanson française. Donc, ils travaillent ensemble sur le Petit Soldat. C'est Prévert qui fait venir Cosma pour faire la musique du Petit Soldat. Et du coup, assez logiquement, très vite, on pense à Cosma pour faire les chansons et la musique de La bergère et le ramoneur. Donc, c'est lui qui va faire les chansons du film, qu'on retrouve dans Le Roi et l'Oiseau. Elles n'ont pas été supprimées, sauf une. Grimaud les a reprises. Et Cosma est donc chargé de composer la musique de La bergère et le ramoneur. Ce qui agace un peu Cosma, c'est par exemple, selon les témoignages, Grimaud n'est pas présent pour l'enregistrement de la musique. Il dit qu'il n'a pas le temps, qu'il est à la pêche ce jour de l'enregistrement de la musique. En tout cas, c'est un des témoignages que j'ai mis entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais ça reflète un peu l'état d'esprit. Voilà. Et du coup, donc, Cosma a composé la musique. Et le moment du clash entre Grimaud, Prévert et Sarru, à la surprise de Grimaud et de Prévert, Cosma
sur l'injonction de son épouse, préfère prendre parti, non pas forcément de sa rue, mais de l'équipe, en disant on peut pas, et ça revient un peu dans ce que la justice a du mal à trancher. En gros, Cosma dit on peut pas spolier le travail de centaines d'artistes depuis des années. Et il se sent une obligation morale de rendre la musique du film. Et ça, Prévert ne le comprend pas et lui en voudra toute sa vie, en gros, de l'avoir trahi. Il dira il lui a manqué. Et pour lui, c'est la chose la plus horrible que Cosma ait pu faire. Et donc Cosma livre en temps et en heure la musique de La Bergère et le Ramoneur, qui pour moi est une très très belle musique, qui donne une atmosphère complètement différente du Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau, c'est beaucoup plus mélancolique. La musique de La Bergère et le Ramoneur est plus joyeuse en quelque sorte, et ça donne deux films qui sont très différents l'un de l'autre. Et en plus, dans la musique de Cosma, on a des reprises instrumentales des chansons, qui du coup on n'a pas dans la nouvelle musique de Wojciech Kilar, qui est très belle, mais qui donne une atmosphère complètement différente. Et du coup, Cosma va se fâcher pour toujours. Prévert ne lui pardonnera jamais. Ils ne s'écriront jamais. Même à la mort de Cosma, Prévert n'écrira pas un mot, ne lui dira rien. Grimaud s'est quand même fait prendre en photo à côté de Cosma quelques années plus tard, mais pour une photo. Par contre, Cosma a continué à travailler avec sa rue, et il a fait pas mal de musique de films pour des films publicitaires de la Comète. Donc il n'était pas fâché avec sa rue forcément, mais ça a vraiment brisé une amitié, une collaboration artistique très très brutalement et de manière définitive. Ouais, finalement, deux amitiés, puisqu'il y a aussi celle entre Sarru et Grimaud qui a été complètement brisée à cause du film aussi. Après, ça aussi, pour moi, ça reste un mystère, cette collaboration Grimaud-Sarru. Est-ce qu'ils étaient vraiment amis ? Pour moi, c'est... Voilà, ça aussi, ça reste une grande question, après 20 ans de recherche, d'avoir interrogé autant de personnes. Pour moi, leur relation reste assez mystérieuse. Et aussi, on se posait la question de savoir comment, après toute cette histoire, après ce véritable désastre, comment est-ce que Paul Grimaud a réussi à finalement trouver des financements pour faire Le Roi et l'Oiseau. Donc, La Bergère et le Ramoneur sort donc en mai 53. Donc, je le disais tout à l'heure, 1 million d'entrées. Il va sortir en Pologne. Il est bradé aux États-Unis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve une version... Donc, il y a eu une version anglaise avec Peter Ustinov, Claire Bloom, qui font les voix anglaises. Mais c'est un échec en Angleterre. Il est bradé pour quelques milliers de dollars aux États-Unis. C'est pour ça qu'il est dans le domaine public aux États-Unis aujourd'hui, parce qu'il a été acheté par un producteur qui l'a bradé, qui l'a saucissonné, qui a été diffusé en épisode aux États-Unis. Il est diffusé en Pologne, mais pareil, quand on va les remonter, c'est 3 fois rien. Et il est diffusé en 55 au Japon. Et donc en 52, la société est mise en cessation de paiement, et en 58, les Gémeaux sont définitivement déclarés en faillite. Et les courts-métrages des Gémeaux sont mis en vente aux enchères. Et Grimaud va racheter ces courts-métrages qu'il va ensuite assembler avec Jacques Demy sur la table tournante. Et ensuite, il va racheter le négatif en 67 de La Bergère et le Ramoneur, dans l'idée de pouvoir faire le film qu'il avait l'idée de faire et pouvoir le faire comme il avait envie de le faire. Mais à la sortie du film, Grimaud est grillé, il le dit. Tout le monde pense que c'est de sa faute si le film est un échec, et c'est un désastre. Et il dit d'ailleurs qu'il pensait trouver du travail facilement dans la publicité. En fait, personne ne veut le faire travailler parce qu'il a très mauvaise réputation de quelqu'un qui ne finit pas en temps et en heure et qui fait exploser les budgets. Donc Grimaud va avoir beaucoup de mal à trouver du travail après cet échec de La Bergère et le Ramoneur. Et en plus, ça va créer un problème plus grave pour l'animation française, c'est-à-dire qu'on estime qu'il n'y a pas de place pour le long-métrage d'animation français. Ça, c'est encore plus grave. Les animateurs vont se retrouver à la rue. Vraiment, en fait, on détruit une équipe qui aurait pu être des cadres d'une vraie animation française. Et du coup, on va quasiment avoir 30 ans de retard avec ce qui aurait pu être une animation française. Il faudra attendre les années 80 pour revoir démarrer avec le plan image une industrie française, alors qu'on l'avait ici. Et
Et Grimaud, le temps passant, l'âge venant sans doute aussi, va réussir à trouver un producteur. Antenne 2 va s'associer, le CNC va proposer aussi une subvention. Et donc, il se propose de reprendre les 60 minutes de La Bergère et le Ramoneur, d'enlever 20 minutes du film, donc il garde 40 minutes, et il se propose de retourner 40 minutes du film. Mais c'est pas 40 minutes qui se suivent, c'est un vrai puzzle. En fait, aujourd'hui, quand on voit Le Roi et l'Oiseau, pour moi qui connais très bien La Bergère et le Ramoneur, parce que j'ai vu ce film je ne sais plus combien de fois, ça saute aux yeux, quoi. Tous les petits morceaux qu'il a retournés. On voit aussi que les animateurs des années 70 ne sont pas aussi doués que les animateurs des années 50. On voit très clairement que les Gémeaux avaient eu un professionnalisme et des animateurs, mais de toute façon, ils étaient entraînés. Quand on voit les lions, par exemple, les fauves, c'est affreux dans Le Roi et l'Oiseau. Alors que dans La Bergère et le Ramoneur, c'est très beau. Il y a plein de plans comme ça qui sont très maladroitement tournés, mais bon, quand on ne connaît pas, en fait, je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Je m'en suis rendu compte, moi, quand j'ai vu La Bergère et le Ramoneur. Donc, il va essayer de retourner ce film, mais qui finalement n'est pas si différent que ça que Le Roi et l'Oiseau, parce que alors, quand on entendait Grimaud, on avait l'impression que La Bergère et le Ramoneur, c'était de la merde et que tout était bon à jeter à la poubelle. Je suis désolé, mais enfin, les deux films se ressemblent quand même beaucoup. Ce qui change, c'est la fin du film. C'est vrai que La Bergère et le Ramoneur, n'ayant pas eu de fin écrite, elle est un peu tarte à la crème, c'est-à-dire qu'elle a été tournée vraiment à la va-vite. On voit La Bergère et le Ramoneur sur un plan fixe. Là, en plus, on voit que les animateurs n'étaient plus là, les animateurs principaux, donc c'est des dessinateurs qui ont tourné ces derniers plans qui sont un peu maladroits. Et ça se termine sur un plan fixe. Ils sont au bord d'un lac, on voit la ville détruite, etc. Et l'idée de finir le film Le Roi et l'Oiseau par cette cage qui est cassée, que l'oiseau s'envole, etc., c'est effectivement beaucoup plus puissant et beaucoup plus beau que la fin de La Bergère et le Ramoneur. Mais du coup, la musique de Joseph Cosma, de toute façon, ne convenait plus, puisqu'il a refait un montage complètement différent. On passe d'un film de 62 minutes à un film de 80 minutes, donc de toute façon, il manquait des films. Cosma est mort en 69. Prévert ne va pas pouvoir assister au film, puisqu'il meurt en 76. C'est juste des échanges qu'ils vont avoir au Montville-la-Petite, dans la maison de Jacques Prévert. Donc, il laissera un siège vide le jour de la première du Roi et l'Oiseau. Du coup, il est obligé de demander à Wojciech Kilar de faire une nouvelle musique qui change complètement l'atmosphère du Roi et l'Oiseau, qui devient un film assez mélancolique, qui est très beau, mais qui, pour le coup, voyait La Bergère et le Ramoneur, puisque c'est un autre montage, mais on raconte la même histoire, mais avec une musique de Joseph Cosma qui est très très belle, et avec des thèmes musicaux, des chansons qui sont reprises dans les versions instrumentales, qu'on a écoutées tout à l'heure dans l'ouverture de l'émission. Et pour le coup, je sais que je suis peut-être... je trouve que La Bergère et le Ramoneur est plus cohérent comme film. On a l'impression que Le Roi et l'Oiseau fait plus bricolage par rapport... On sent qu'il y a des scènes comme le clown. Est-ce que vraiment cette scène du clown sert à quelque chose et apporte quelque chose au film du Roi et l'Oiseau ? J'en suis pas certain. En tout cas, voilà, je pense que... Et c'était aussi le but de mon livre, c'était de dire que La Bergère et le Ramoneur vaut la peine en tant que film. Et c'est injuste de ne pas le voir. Et j'espère que les spectateurs pourront voir ce film en version française, avec les voix françaises qui sont absolument incroyables. Pierre Brasseur qui joue l'oiseau, Anouk Aimé, Serge Reggiani qui joue le Ramoneur. Bref, on a des voix françaises qui malheureusement, dans Le Roi et l'Oiseau, ont été enlevées. Et c'est ça qui est fort aussi, c'est que dans la table tournante, on voit Anouk Aimé qui s'approche du plan du Roi et l'Oiseau, et Grimaud qui lui parle du film, alors qu'en fait, on a enlevé sa voix du Roi et l'Oiseau. C'est pas elle qui fait la voix du Roi et l'Oiseau. Donc voilà, c'est un film qui mérite d'exister, qui malheureusement, on n'a peut-être pas encore eu le temps de le dire, mais qui n'est pas visible aujourd'hui, puisque selon les vœux impératifs de Grimaud, il a interdit que le CNC projette ce film. Donc, depuis 1953, il n'a jamais été projeté dans une autre salle, il n'a jamais été projeté dans un festival. Même Takahata avait demandé si on pouvait pas mettre La Bergère et le Ramoneur sur le DVD du Roi et l'Oiseau, disponible au Japon. Ça a été non. Voilà. Et donc, mais pour moi, c'est un film qui est injustement oublié, qui vaut la peine. En plus, on rendrait hommage aussi aux artistes de La Bergère et le Ramoneur, parce que dans Le Roi et l'Oiseau, il y a quand même, c'est eux qui sont l'âme du Roi et l'Oiseau. Et je trouve qu'on les oublie, on les a un peu oubliés.
Tu as bon espoir qu'un jour le film soit visible ou Non. Il faudrait quoi, en fait, maintenant? Enfin, si, peut-être que maintenant que tout le monde est mort et que... en fait, Grimaud dit, dans 50 ans, peut-être que si mes petits-enfants veulent projeter le film, pourquoi pas. Donc, peut-être que les héritiers Grimaud, s'ils veulent bien qu'on puisse voir le film, on puisse le projeter, qu'on puisse voir ce film, et on verra que c'est un bon film, en fait. C'est pas du tout le ratage qui est présenté par Grimaud. C'est un vrai bon film d'animation. Et moi, j'avais encore une dernière petite question. Alors, je ne sais pas si tu t'es intéressé aussi justement un peu à la production du Roi et l'Oiseau, mais comment expliquer justement, et est-ce qu'il y a une manière d'expliquer ça, que Grimaud justement soit parvenu pour le Roi et l'Oiseau à respecter les délais, le budget, et que des animateurs qui avaient plutôt suivi sa rue, je crois, comme Philippe Landreau à l'époque, aient pu revenir justement et être acceptés sur le tournage du Roi et l'Oiseau. C'est vrai que cette histoire est assez étonnante. 30 ans après, retrouver une équipe, Gabriel Aligné, en plus il y en a beaucoup qui avaient arrêté l'animation. Donc il disait aussi qu'il y en a qui n'étaient pas capables, clairement. Pour le roi, c'est Philippe Landreau qui était assistant sur le roi, qui va animer les plans du roi, par amitié pour l'animateur. D'ailleurs, j'ai cru comprendre, quand il me dit ça, c'était plus par amitié pour l'animateur que pour Grimaud. Et d'ailleurs, il a dit, on a été très modestement payés. Donc, je ne sais pas quels étaient les salaires sur le Roi et l'Oiseau. Mais en tout cas, ça montre bien que quand Grimaud le veut, il peut maintenir... Bon, après, il n'y avait pas non plus plein de choses à faire. C'était... En fait, les plans qui ont été tournés, c'était du rapiessage. Donc, disons que c'est plus facile à faire, puisque la trame était déjà faite. Les dialogues sont les mêmes, en fait. La trame est exactement la même. C'est pas du tout un film... Le Roi et l'Oiseau, c'est pas du tout un film original. On reprend La Bergère et le Ramoneur et on tourne quelques plans supplémentaires. Donc, en fait, c'est le même film, mais différent en même temps. C'est ça qui est je ne sais pas s'il y a d'autres cas vraiment dans l'histoire de ça, tourné à 30 ans d'écart. Et donc voilà, s'il a tenu le temps et le budget, c'est que c'était plus du rapiessage que vraiment le tournage d'un nouveau film. Et alors, en fait, la grande question qu'on se pose, c'est, pour terminer, j'ai envie de dire, c'est comment se fait-il que toute cette histoire n'avait jamais été racontée, que personne ne s'était jamais penché dessus pour la raconter telle que tu la racontes? C'est une bonne question. Alors, faut dire que... Après, j'aimerais dire, il s'envoie des fleurs, mais c'est par exemple pour les archives nationales. Il n'y a rien de trié, c'est-à-dire qu'il fallait... J'ai dû regarder 200 codes, c'est-à-dire 200, peut-être, je sais pas, 10 000, 15 000, peut-être même plus feuillés. Donc, j'y ai passé 7 ans, vraiment, à regarder tout ça. Après, par exemple, les archives du Crédit National n'étaient pas ouvertes et n'avaient pas été déposées non plus. Ce n'est qu'à partir des années 2000 où les archives ont été déposées au Crédit National. Et puis, je pense qu'il y avait vraiment cette idée-là, qu'il n'y avait rien à dire de plus aussi. La messe était dite. C'était comme ça, c'était comme ça. Et moi, je me suis intéressé, je me suis pas dit, tiens, je vais m'intéresser au Roi et l'Oiseau. Non, je suis tombé dessus, en fait, par hasard, dans mes recherches sur le dessin animé français sous l'occupation. J'aurais jamais pensé, en m'intéressant au dessin animé français sous l'occupation, tomber sur La Bergère et le Ramoneur. Donc, pour moi, c'est vraiment un hasard. Et je pense qu'on voulait pas s'attaquer à un mythe aussi. Grimaud, c'est un mythe. Il y a une part de légende aussi, et je crois qu'on n'avait pas envie d'égratigner la légende. Après, j'espère ne pas choquer personne, et je le redis encore, je pense que Grimaud est un très très grand artiste, et que les deux films sont bons, mais que les personnages ont aussi plus d'épaisseur avec leurs qualités, leurs défauts, qu'il était peut-être très sympathique. Alors on m'a dit oui, que je manquais d'objectivité, que j'étais pro sa rue, etc. Mais encore une fois, je ne connais pas sa rue et je ne connais pas sa famille. Et j'ai interviewé des gens à gauche et à droite et j'ai essayé de me faire mon opinion. Alors, c'est vrai que je donne mon opinion. Parce que je pense que c'est un livre où il fallait quand même donner à un moment son opinion. Parce que, on le ressent. Je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité de Grimaud et Prévert. Mais en même temps, quand tu as lu les extraits tout à l'heure, je pense que sa rue aussi a une part de responsabilité. Donc, j'ai essayé d'équilibrer les deux. Ça n'a pas été... facile, mais merci j'ai pu m'exprimer. Merci de votre invitation, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Nicolas, tu avais quelque chose à ajouter? Alors.
Non. Alors on va enchaîner avec la conclusion musicale de cette partie, puisque c'est la conclusion du film La bergère et le ramoneur. Vous êtes toujours dans Bulle de rêve et nous allons passer dans la petite partie actualité qui va être très courte aujourd'hui. Mais Pascal, tu tenais à nous parler d'un film qui vient de sortir. Oui, beaucoup de films sont sortis ou ressortis ce mercredi 19 mai et au sein de cette collection un peu foisonnante, on a une pépite, pour reprendre un mot que Nicolas aime beaucoup, le film d'animation japonais Ongaku de Kenji Iwaizawa. C'est l'histoire d'un groupe de rock improbable né par le plus grand des hasards. Kenji et ses deux potes forment une petite bande de petites frappes qui impressionnent leurs camarades lycéens. Lui surtout dégage quelque chose d'assez charismatique. Il suffit qu'il s'impose un peu pour faire peur à tout le monde. Et au hasard d'une déambulation nocturne après une bagarre avortée, le trio n'a tout simplement pas réussi à trouver le lieu où elle devait avoir lieu. Il n'a pas cherché plus que ça. Kenji se retrouve mêlé à un vol à l'arraché. Il en est le témoin totalement passif. Il récupère à cette occasion une basse qu'un témoin qui a voulu arrêter le voleur lui a donnée. Plutôt que de le rendre, il a rapporté chez lui. Et le lendemain, il propose à ses camarades de créer un groupe. Lorsque ses amis lui font remarquer qu'aucun d'entre eux ne sait jouer du moindre instrument, Kenji leur répond de manière implacable « c'est bien pour ça ». Et c'est cette même liberté d'esprit qui porte l'ensemble de ce film iconoclaste, justement récompensé pour sa musique lors du festival d'Annecy en ligne l'an dernier. Le héros est cette figure énigmatique, autant dans son physique ramené à quelques traits très épurés, que pour son caractère farouchement libre, par moments très énergique, à d'autres plus endormis, indolents, libres. Ce Kenji a de faux airs de Wilco Johnson, le leader de Dr. Feelgood, par son attitude parfois inquiétante, son énergie incroyable, son déhanché. Et il a aussi une capacité à n'avoir envie de rien, ou de dégager cette envie. Et c'est agréable, ces personnages qui ne veulent rien faire, qui de temps en temps font des choses. C'est un personnage fascinant, qui est libre, en gros, de ne faire ou de ne pas faire des choses selon ses envies. Et qui dit notamment « j'ai pas envie ». Et son « j'ai pas envie » évoque beaucoup le « I prefer not to » de Bartleby. Il y a ce côté non, je suis là, mais laissez-moi tranquille. Le film est porté par un rythme constant, malgré cette indolence un peu généralisée, avec de belles trouvailles de mise en scène qui autorisent des respirations, des lenteurs, des silences, des plans figés, des gros plans sur des regards, qui enrichissent cette histoire qui est constamment surprenante. Ce qui est aussi assez réjouissant, c'est qu'on se moque totalement de savoir si leur musique est bonne ou pas. Ce n'est pas le propos. On en a des extraits. On est fasciné par cette musique, par le regard que les autres portent sur cette musique. On a notamment cette scène incroyable, un trip psychédélique où un chanteur folk qui les écoute est emporté dans une sorte d'univers assez étrange, à la Max Ernst ou à la Dali si on veut. Enfin, autre chose qui compte aussi, c'est sa complicité avec ses amis. Ça n'est pas surexplicité, mais ils le soutiennent malgré tout, malgré son caractère fluctuant. Il l'accepte tel qu'il est. Il y a cette belle camaraderie dans ce film réjouissant, galvanisant, et qui redonne cette lettre de noblesse à la flûte dans une des scènes les plus démentes du film. C'est voilà, le pouvoir fascinant de la flûte, je ne l'avais pas soupçonné avant ce film. Et donc le réalisateur Kenji Iwaizawa a mis plus de 7 ans pour adapter un manga de Hiroyuki Ohashi, quasiment tout seul, avec quelques dizaines de collaborateurs, mais qui sont intervenus par petites touches. L'animation est en rotoscopie est vraiment minimaliste, et c'est très différent de ce qu'on voit dans le cinéma japonais, de tous ces films d'animation qui sortent en ce moment, les Demon Slayer et compagnie. Ça n'a strictement rien à voir. C'est beau, c'est drôle, un brin à art. Moi, je vous conseille vraiment de vous dépêcher pour aller voir ce film qui est un vrai bonheur de cinéma, quoi. Alors Pascal, tu nous rappelles le titre et le réalisateur. Alors, c'est Ongaku de Kenji Iwaizawa. Voilà, dans toutes les bonnes salles. Alors, il nous reste très peu de temps, donc je propose de vous
faire quelques brèves très très rapides avant de nous quitter. Moi, j'avais prévu de vous parler d'un film qui est sorti en ligne, puisque c'est un court-métrage qui vient d'être mis en ligne il y a à peu près 2 semaines. Donc, je vous en dirai pas grand-chose, mais je vous incite vraiment à aller le voir. C'est un film qui s'appelle Le corps poreux de Sofia El Chiari. C'est un film qu'elle avait réalisé dans le cadre de son cursus au Royal College of Art en 2018. Et c'est un très beau film, donc je ne vous en dis pas plus, mais on aura l'occasion d'en reparler peut-être. Je vous signale quand même que la réalisatrice travaille sur un nouveau court-métrage et qu'elle sera à Annecy pour pitcher ce nouveau court-métrage qui s'appelle L'ombre des papillons. Ensuite, un petit mot de notre prochaine émission, puisque on se retrouve le 19 juin avec une invitée, encore une fois une invitée de marque, puisque c'est Rachel Goodgarts, la réalisatrice de A Love Letter to the One I Made Up, qui sera présente. Donc rendez-vous le 19 juin. Enfin, on croise les doigts s'il n'y a pas de nouveaux rebondissements sanitaires d'ici là. Ensuite, j'ai une info qui est un scoop. Eh bien oui, parce que personne ne le sait encore, mais voilà, vous allez l'apprendre grâce à Bulle de Rêve. Le PIAF, le Festival international du film d'animation de Paris, est de retour. Il n'a pas pu se tenir en 2020 pour les raisons que vous imaginez bien. Et il revient en 2021. Il se tiendra les 2, 3 et 4 juillet au studio des Ursulines. Donc on est très très content du retour de ce beau festival qui présentera comme d'habitude une compétition court-métrage pro, une compétition de films d'étudiants, une compétition intitulée Horizon, qui permet de voir des films venus d'un peu partout, et une compétition très poétiquement intitulée Clip et un peu plus, que je vous invite à découvrir donc les 2, 3 et 4 juillet. Dans les films professionnels, il y aura notamment les nouveaux films de Bastien Duprier, Choco Hara, Camilla Cater, Marine Blin, Marion Vin ou encore Gilles Cuvelier. Et pour terminer, un petit choix musical de ma part cette fois-ci, parce que tout le monde s'est exprimé sur la musique. Alors, on va conclure l'émission avec un extrait de Impermanent Disintegration, qui est une collaboration de Bryce Dessner avec l'Australian String Quartet et la Sydney Dance Company. Alors Bryce Dessner, bien entendu, c'est le guitariste du groupe new-yorkais The National. Et alors il propose cette fois-ci un album classique assez minimaliste et extrêmement cinématographique. Je vous conseille vraiment l'écoute. Il y a des morceaux très très longs, on va en écouter un plutôt court aujourd'hui, mais il y a des morceaux très très longs et on a vraiment l'impression de voir des images et d'avoir comme vraiment une BO de film. Et c'est évidemment parce que le projet au départ était destiné à accompagner une performance de la Sydney Dance Company. Donc évidemment, une fois encore, on va beaucoup le répéter cette année, je pense, le Covid a coupé court aux représentations qui n'ont pas pu avoir lieu. Mais l'album, lui, il est sorti en avril dernier. Et en fait, rien que la musique parvient toute seule à nous transporter. On a les images devant les yeux, même si on n'assiste pas à la représentation. Et donc, je vous propose d'écouter le titre « Alarme numéro 2 ».